Francis Spinner, 55 ans, 35 ans de carrière. Un monstre sacré du barreau. Avocat de l'Élysée pendant la présidence de Jacques Chirac, il est aussi le seul avocat à avoir osé affronter le président libyen Kadhafi en 1999 dans l'attentat contre le DC-10 du TA. Maître Spinner, c'est aussi un style hors du commun. Spinner, c'est un vrai avocat. Un stratège hors pair qui force l'admiration de ses confrères. Mais écoutez, Francis Spinner est un avocat qui a beaucoup de talent, et tous ceux qui l'ont entendu peuvent en témoigner. Un avocat que nous avons suivi la semaine dernière dans une des affaires les plus médiatiques de l'année, le procès Viguier. Comme chaque matin depuis 3 semaines, Maître Spinner se rend au palais de justice d'Albi. Dans le box, Jacques Viguier, le professeur de droit, accusé du meurtre de sa femme Suzanne. Dans ce procès, Maître Spinner représente Carole, la sœur de la victime. Elle est convaincue que c'est Jacques Viguier qui a tué Suzanne. Qu'est-ce que vous attendez de la plaidoirie de Maître Spinner aujourd'hui ? Qu'il puisse s'appuyer sur les faits et qu'il explique comment ma sœur a été tuée et comme quoi, qu'il explique notre conviction et comme quoi c'est sûr que c'est Jacques qui a tué ma sœur. Accusé d'avoir tué sa femme, Jacques Viguier a toujours nié. Acquitté en première instance, il est rejugé aujourd'hui à la demande du parquet, lorsque Suzanne disparaît mystérieusement du domicile conjugal le 27 février 2000. Jacques est le dernier à l'avoir vue. Nous avons toujours dit, et depuis Toulouse, que cette affaire, la vision que nous avions du dossier, en toute indépendance, c'était que ce dossier était une affaire de coups et blessures volontaires, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Pour Maître Spinner, plusieurs éléments accablent Viguier. Premier élément, le matelas sur lequel dormait Suzanne et que Jacques Viguier jette quelques jours après la disparition de sa femme. On ne le retrouvera jamais. Pour quelle raison ? Deuxième élément troublant, le trousseau de clés de Suzanne, que l'on retrouve à l'intérieur de la maison. Si Suzanne est partie de son plein gré, comment a-t-elle fait pour ouvrir la porte et sortir sans ses clés ? Le soir, Francis Spinner se concentre dans sa chambre d'hôtel. Demain, il sera seul contre tous. Il prépare minutieusement sa plaidoirie. Alors donc ça, c'est en réalité tout le dossier qui est utile pour la plaidoirie, c'est-à-dire que chaque thème qui a une importance dans le dossier, donc par exemple là, c'est tout ce qui a trait à la question du trousseau de clés, parce que dans l'affaire Viguier, se pose la question de savoir comment, en réalité, Suzanne Viguier aurait pu partir de la maison alors que la maison est retrouvée fermée. Ça, c'est plus important parce que c'est tout ce qui a trait aux constatations sur le matelas. Et puis ensuite, c'est ce qui va, là, c'est la chemise plus importante parce que c'est ce qui structure la plaidoirie. On essaye d'expliquer aux jurés, elle n'a aucune raison de partir. Elle disparaît dans la nuit du samedi au dimanche, alors que le lundi, elle a rendez-vous avec un avocat, qu'elle veut divorcer, que le mercredi, elle a invité des amis pour une activité festive, et que dans l'organisation de sa vie telle qu'elle l'a expliquée à de nombreux témoins, elle est vivante, elle a l'intention de vivre et a l'intention de refaire sa vie. Donc elle n'a aucune raison de partir. Et donc si elle n'est pas partie volontairement, c'est qu'évidemment, elle a disparu parce qu'elle est morte et parce qu'elle a été tuée. Francis Spinner maîtrise parfaitement ses dossiers. Il a toute sa plaidoirie en tête. Il n'écrit jamais rien à l'avance. Vous ne dormez pas les veilles de plaidoirie ? Je plaide beaucoup la nuit. Vous êtes dans votre lit, vous dites tiens, je pourrais dire ça. Non, je pourrais commencer. Non, ça, c'est pas bon. Donc, non, tiens, ça, plutôt ça. Voilà. Le lendemain matin, au palais de justice d'Albi, Maître Spinner est stressé. Dans quelques minutes, il va prendre la parole. C'est difficile parce que quand vous devez être à un moment de plaider une affaire importante, c'est vrai qu'à un moment donné, vous avez envie d'être isolé. Donc moi, à un moment donné, je suis dans la bulle et voilà. Mais je stresse, c'est l'estomac, c'est les nerfs, voilà. Vous stressez encore après toutes ces années de plaidoirie ? Oui, ça, je stresse. Dans la salle, tout le monde attend la plaidoirie du grand ténor. A priori, Francis Spinner va faire dans quelques minutes une excellente plaidoirie. C'est un type d'avocat très efficace parce qu'il se sent très bien, il a un bon sens de l'opportunité à l'audience. Voilà, il connaît bien son dossier. Voilà, il a une réputation
réhabilitation qui n'est plus à faire. L'audience reprend, Maître Spinner entre en scène. Pendant 1h30, il explique aux jurés que Jacques Viguier a tué sa femme, dans leur maison, au cours d'une dispute conjugale. À l'issue de sa plaidoirie, Carole, la sœur de la victime, est bouleversée. C'est exactement ce que je voulais dire. Vous avez l'impression qu'on a ressuscité la mémoire de votre sœur? C'était, je sais pas, mais en parlant enfin de la victime. Qu'est-ce que vous attendez après cette plaidoirie? Que les jurés prennent conscience que c'est suicide la victime. Face à Maître Spinner, le défenseur de Jacques Viguier, Maître Dupond-Moretti, l'homme aux 87 acquittements. C'est la première fois que les deux grands avocats s'affrontent dans un procès d'assises. Un événement très attendu. Dupond-Moretti-Spinner, c'est une belle affiche, oui, bien sûr. Mais ce qui est amusant aussi, c'est que les deux, visiblement, s'apprécient bien. Ils se sentent, vous savez, c'est comme les grands fauves qui sentent qu'ils sont de la même catégorie. Ça va être un bel affrontement. Maître Dupond-Moretti va plaider l'absence de cadavres et de preuves pour tenter de faire acquitter Jacques Viguier. De retour à son hôtel, Francis Spinner s'interroge. Non, ce qui est terrible, c'est quand vous avez terminé, vous vous dites maintenant, je sais que la plaidoirie que je devrais faire. Parce que vous voyez ce que vous avez oublié, vous oubliez toujours quelque chose, et vous vous dites, ça y est, maintenant je serai prêt, je pourrai recommencer. Donc ça, c'est le côté agaçant, parce qu'il n'y a pas de deuxième prise et il n'y a pas de deuxième chance. Vous pensez que ça va se passer comment demain? Moi, je suis pas pessimiste, mais je suis pas optimiste non plus, je veux dire. Je pense que... D'abord, Jacques Viguier a été acquitté en première instance, donc c'est vrai qu'il part avec un préjugé favorable. Puis je pense que l'absence de corps, c'est quand même dans un délibéré quelque chose qui peut revenir très fort. Donc je suis d'un optimisme très très mesuré. Le lendemain matin, retour au palais de justice. Le verdict va être rendu. 15 à 20 ans de prison ont été requis contre Jacques Viguier. Maître Spinner est tendu. Cela fait 5 heures que les jurés se sont retirés pour délibérer. Vous savez, moi je fais plus de pronostics sur la longueur des délibérés parce que j'ai tout vu. Cela dit, je pense qu'il y a souvent un signe. Quand vous rentrez, si vous voyez les jurés ne pas regarder Viguier, avoir la tête baissée, c'est en général qu'ils ont condamné. Quelques minutes plus tard, Jacques Viguier est acquitté. Il savoure sa victoire avec ses enfants, sa famille et ses amis. Sur le perron du palais de justice, la foule applaudit son défenseur, Maître Dupond-Moretti. Francis Spinner est déçu. L'affaire est finie. Personne ne saura ce qui est arrivé à Suzanne Viguier. Maître Dupond-Moretti, son adversaire dans ce procès, tient à lui rendre hommage. Francis Spinner est un avocat qui a beaucoup de talent, et tous ceux qui l'ont entendu peuvent en témoigner. C'est pas un combat d'avocats, c'est pas un combat c'est pas un concours d'éloquence, la cour d'assises, c'est tout sauf ça. Quand dans un dossier il n'y a pas de preuves et qu'on est partie civile, on peut pas non plus faire des miracles, voilà. L'affaire Viguier était le 123e procès en assises de Maître Spinner, qui part déjà vers d'autres combats. Détectives privés, des hommes de l'ombre. Recherche, planque, filature, ils travaillent sans bruit et avec des méthodes que vous allez découvrir. Ils sont là tous les deux. Ils sont assis à la table, juste en face, ils sont derrière vous. Vol, divorce, disparition, leur mission, résoudre des affaires économiques ou privées. On va avoir sur la partie droite l'école où sont scolarisés les enfants. Ils sont 5000 à travers toute la France. Nous avons suivi le travail de Didier Daniel et de Pascal Bonnet. Bédaride, au cœur de la Provence.
Didier Daniel commence une nouvelle enquête. Un homme divorcé, contraint de payer une prestation compensatoire de 800 € par mois à son ex-femme, veut prouver qu'elle est aujourd'hui la maîtresse d'un homme qui l'entretient. Daniel se met sur la piste. Le divorce a été prononcé, mais c'est surtout des affaires d'argent, on va dire ça comme ça. Et il faut que j'essaye de déterminer un petit peu le train de vie d'une personne. Direction l'entreprise où travaille le nouveau compagnon de la jeune femme. On arrive où là ? Donc là on arrive sur l'objectif. Je fais un passage pour voir si la voiture se trouve sur les lieux. Elle n'y est pas pour le moment. Tous les midis, la jeune femme retrouve son compagnon pour déjeuner dans ce restaurant. Didier stationne son véhicule à proximité. La surveillance commence. Patienter jusqu'à ce que ça bouge. Pour l'instant, c'est calme, mais là, je vais jeter juste un œil un petit peu de l'autre côté, au coin de la rue, là, pour voir si ça bouge pas, si les véhicules ne sont pas placés différemment, quoi. Donc, je vais aller voir ça. Quelques minutes s'écoulent, personne en vue. Didier décide de se rendre au restaurant. Non, ça bouge pas. Donc il peut y avoir une autre solution, c'est-à-dire s'installer directement à l'endroit où on pense qu'ils vont arriver. Puisque là j'ai vu que la société, ils viennent de fermer les portes, personne n'est ressorti derrière. Donc peut-être s'installer et puis attendre qu'ils arrivent tout simplement. Est-ce que c'est là ? Nous l'accompagnons avec une caméra discrète. Bonjour, 2 personnes s'il vous plaît. Je vous suis. En entrant dans le restaurant, il découvre tout de suite le couple. Bonjour. L'homme et la femme se sont installés dans la pièce du fond pour déjeuner tranquillement. Ils sont sur la gauche de l'image. Sont-ils amants ? Didier va les observer discrètement. Les objectifs sont là tous les deux. Ils sont assis à la table, juste en face, ils sont derrière vous. C'est vrai que quand on observe un petit peu, madame a bu dans le verre de monsieur, madame a pris le portable de monsieur pour consulter un message. Voilà, c'est des choses comme quoi les gens ils sont proches l'un de l'autre. Aucune certitude pour le moment. Didier doit poursuivre ses investigations, mais pour lui, les premiers indices sont probants. J'ai pu remarquer tous les gestes un petit peu qu'ils avaient les uns vers les autres. Ils sont assez proches. C'est très bien, ça confirme déjà leur relation. Satisfait ? Satisfait, oui, complètement, pleinement satisfait. Didier n'a pas toujours été détective privé. Pendant 30 ans, il a travaillé dans la gendarmerie. C'est quoi cette gendarmerie ? C'est la gendarmerie de Carpentras, c'est là où j'ai passé, que j'ai été affecté ici en 2001 à l'époque, en tant que gradé d'encadrement. Et puis j'ai fini commandant de brigade par intérim, juste avant de prendre ma retraite le 1er septembre. Oh Jean-Marc, salut. Et toi ? Tiens, retraité, ça va toi ? Tu vas bien ? L'adjudant Frédéric Blaise a travaillé avec Didier sur de nombreuses enquêtes. Il était déjà performant dans ce domaine-là, donc je pense qu'effectivement ça l'aidera énormément. Ouais. La façon de travailler aussi, cette méthode, l'analyse des événements feront que effectivement ça l'aidera, je pense, énormément. Didier doit repartir vers une nouvelle mission. Un industriel l'a engagé pour retrouver des tableaux volés dans sa villa du Luberon. Le détective privé est sur la piste des cambrioleurs présumés. Vous êtes déjà venu en repérage ici ? Oui, déjà, ça fait plusieurs fois. Effectivement, là, je vois qu'il y a la voiture. Voilà. Il va surveiller les suspects en espérant qu'ils le mènent aux œuvres volées. Dans la région, difficile de voir sans être vu, car la maison est isolée, au beau milieu des vignes. Je fais en sorte d'y venir jamais avec le même véhicule déjà, premièrement, puisque c'est repérable. Et puis, c'est pas un véhicule qui est forcément connu dans le coin, et donc autant être plus discret possible. Donc voilà, donc là j'ai le véhicule en visu.
là, le début, ça va patienter. Je vais patienter jusqu'à ce que ça bouge. Le suspect aurait-il repéré la voiture de Didier? En tout cas, rien ne bouge. Au bout de 3 heures de planque, il décide d'exploiter une autre piste. Là, je mets fin à la surveillance parce que bon, maintenant, ça commence à bouger. C'est la sortie des écoles. Beaucoup de monde passe devant le véhicule. Il y a des gens qui font du jogging, des gens qui font du vélo. Voilà. Donc, pour éviter de se faire repérer, pour éviter que la prochaine fois que je vienne, on me repère aussi plus facilement, je vais lever le camp. Didier décide de visiter les antiquaires de la région. Certains récupèrent parfois des œuvres volées à leur insu. Peut-être y retrouvera-t-il les tableaux de son client. Voilà, là je deviens touriste et je vais me fondre dans la masse et puis on y va quoi. On va simplement travailler. En arrivant, bonjour. Didier croit reconnaître une des toiles dérobées chez son client. Donc au niveau des tableaux, il y en a un qui ressemble à celui que... Donc un de ceux qui m'intéresse, qui est ressemblant, c'est un buffet. Didier l'observe attentivement. Mais merci monsieur. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Il y a une bonne piste, on va voir ça. C'est vrai que je vais approfondir ça avec mes clients, mais c'est positif, c'est une journée positive. Pour l'instant, ça marche bien. Didier reviendra quelques jours plus tard avec son client, qui constatera qu'il s'agit d'une copie, et non pas de son tableau. Pascal Bonnet travaille à Châlons-en-Champagne. Ce soir, il a rendez-vous avec un client dont la femme est partie sans laisser d'adresse, avec leurs 2 enfants. Je vais à la rencontre de mon client. Il a un souci qui est depuis 2005 de ne pas voir ses enfants. Il vivait avec une dame, cette dame l'a quitté et depuis 2005, il n'a plus du tout la moindre nouvelle. Ce qui motive donc son intention de la retrouver, en tout cas de retrouver ses enfants. Alain, c'est lui depuis 4 ans. Il se démène pour faire valoir ses droits de père, sans aucun résultat. Au début, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait des démarches juridiques qui ont pris beaucoup trop de temps entre les rendez-vous, les démarches à effectuer, le nouveau rendez-vous, encore un autre rendez-vous. Ça devenait trop long. Donc j'ai lancé une bouteille à la mer sur Internet. Et M. Bonnet est arrivé et on a discuté ensemble une après-midi. Il a décidé de prendre mon affaire en charge. La mission de Pascal Bonnet, retrouver la femme et les enfants de son client. Où sont-ils? En France ou à l'étranger? Première étape, le détective contacte des informateurs dont il refuse de donner l'identité. Dans la profession, on fait appel bien évidemment à certaines relations, notamment des gens que l'on appelle des sapiteurs, qui sont ni plus ni moins que des agents d'information. Voilà. Des agents d'information qui sont souvent des fonctionnaires ont donné à Pascal l'adresse où résiderait la femme de son client. C'est en province, le détective va vérifier sur place. À ce jour, au moment où je vous parle, j'ai une adresse. Et là, aujourd'hui, je vais me transporter à cette adresse pour justement essayer d'en savoir un petit peu plus. Avant de se rendre à l'adresse indiquée, Pascal veut d'abord passer discrètement près de l'école pour vérifier que les enfants y sont bien scolarisés. Là, on est sur la place principale de la ville qui m'intéresse pour l'enquête. C'est un endroit qui m'intéresse donc à double titre. On va avoir sur la partie droite l'école où sont scolarisés les enfants. Et sur la partie gauche, on peut voir assez discrètement l'endroit où résident donc les intéressés. Sorti des classes, Pascal parvient à photographier les enfants. Ils sont bien là, il en tient la preuve. C'était un grand mot si on peut être heureux, mais en tout cas satisfait pour le papa, oui, bien sûr. Si les enfants sont là, leur mère ne doit pas être loin. Pour en savoir plus, le détective va patienter. Le lendemain, Pascal a repéré la maison. L'adresse est importante car elle permettra à son client de saisir la justice. Par discrétion, nous le suivons en caméra cachée. Je ne vais plus tarder à approcher. Là, je vais faire un premier passage en voiture. Donc, je retire certaines choses de manière à être le plus invisible possible. Voilà, nous y sommes.
Voilà, ça doit être la maison qui est juste en face de nous. Ouais, cette maison-là. Cul-de-sac. On doit faire demi-tour. Le détective doit prendre des photos au plus près de la maison. Il cherche le meilleur point de vue. Le contexte de surveillance apparemment n'est pas évident. Il y a quelques riverains qui pourraient nous renseigner, mais en tout cas pas ceux-là. Ils sont trop loin de la cible. On devine effectivement quand on regarde un peu plus près, rapidement qu'il y a des landaux. Donc ça veut dire que des enfants vivent aux abords ou dans cette maison. Chose inhabituelle pour un détective privé, Pascal Bonnet décide de se rendre très visible. Voilà, donc je reste très naturel, hein, je fais mon travail comme s'il n'y avait personne. Un peu plus loin, une voisine promène son chien. Bonjour madame. Le privé s'improvise tout à coup agent immobilier. Il n'a pas sa muselière et en plus c'est l'heure du repas. Je travaille dans l'immobilier et je fais une série de photos sur les habitations. Ah bah oui, mais là c'est déjà vendu 2 fois. Alors. Ah, ça a été vendu 2 fois? Ah oui. D'accord. Et cette maison là, vous connaissez un peu, non? Qui c'est qui habite là? Vous connaissez un petit peu les gens, non? Oh non, puis je m'occupe pas des gens. D'accord. Okay. Je devine qu'il y a des poussettes, il doit y avoir des enfants ici. C'est un Daniel qui est là. C'est un... D'accord, ok. Bon. Mais il est très gentil. D'accord, c'est monsieur comment? Je sais pas si je peux trouver un nom sur une boîte aux lettres ou quelque chose. Mouline, on l'appelle Mouline. D'accord. C'est tout. Hein. D'accord. Tiens, bah, le bon, ah bah voilà, tiens. La chance fait partie du métier et ce jour-là, Pascal n'en manque pas, puisqu'il tombe nez à nez avec les personnes qu'il recherche. Dites-moi, on s'était vu, je cherche. Ouais. Cette fois, il se fait alors passer pour un journaliste local en manque de reportage. Qui pourrait nous intéresser en direct. Est-ce qu'il n'y a jamais eu de problème ici en termes de, comment vous dire, en termes d'accident de... Si, il y avait une inondation il y a... En quelle année il y a eu ça? dans la... Derrière l'homme, Pascal observe la mère et ses 2 enfants qui sortent de la voiture. D'accord. Et j'avais entendu parler également que ces maisons-là étaient à vendre. Peut-être, oui. Peut-être, je ne sais pas qui c'est qui pourrait m'enseigner à ce sujet-là. Ces 2 maisons, la belle propriétaire. D'accord. Bon, ben, je vous renvoie à vos occupations familiales et à vos occupations, tout simplement. Bonne journée, merci, au revoir. C'est cool, merci, au revoir. Mission réussie, Pascal a retrouvé la femme et les enfants. Au revoir. Bon, ben, opération réussie. On a le prénom du monsieur. On a son signalement, on a vu des enfants, on a vu sa femme. Donc, tout va bien. Il ne reste plus qu'à apporter les résultats de son enquête à son client. Ça, c'est la bonne nouvelle. J'ai retrouvé donc... j'ai localisé les enfants et votre ami. D'accord. Qui se trouve donc dans le centre de la France. Hein. Ok. D'accord. Voilà donc l'enfant, le petit. Là, mon fils. Voilà, que vous reconnaissez, j'imagine. Ouais. Hein. Il est assez distinctif par rapport à la photo initiale que vous m'aviez remise. Un petit peu grandi, mais bon, c'est la même personne. Voilà. Le même petit bout de chou. Là, je reconnais mon fils, en fait, parce que quand ma compagne a quitté l'Île-de-France, il avait 3 ans. Et aujourd'hui, il a 7 ans. Mais ma fille, je la reconnais pas du tout. Je découvre ma fille, en fait. Et ce monsieur-là qui est en photo, c'est le monsieur qui les accompagne et qui est donc le concubin actuel de votre ami. Le fait de les voir avec une personne qui n'est pas moi, ça peut faire que mal au cœur, on va dire. Je sais où sont mes enfants. Et c'est le plus important. C'est franchement le plus important. En tout cas, là, j'ai fait un grand pas. Grâce aux informations du détective privé, Alain pourra relancer la justice et entamer une procédure pour revoir ses enfants. La semaine prochaine, dans Fait divers le Mag, le procès de Johan, accusé d'avoir assassiné sauvagement Stéphanie, une jeune mère de famille. Ah bah, c'est sa gentillesse qui l'a perdue, hein. Ça c'est sûr, hein. Elle faisait trop confiance. Johan abandonne en pleine nuit Ryan, 4 ans, le fils de sa victime. Des fois, on me dit oh là là, heureusement qu'il n'a pas touché à Ryan.